Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour cette rencontre avec Mintra Nui. Bonjour Mintra Nui. Bonjour et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous recevoir pour évoquer avec vous votre dernier... Alors, je ne vais pas dire roman cette fois-ci, mais texte, livre, Ma grand-mère et le pays de la poésie, que vous venez de publier aux éditions Flammarion. Je vais tout d'abord vous présenter en quelques mots, même si je pense que pas mal de personnes dans la salle vous connaissent déjà. Vous surestimez ma célébrité nationale, je pense. Mais Internationale. N'est-ce pas? Écoutez, on va quand même... voilà, je vais retracer brièvement votre parcours. Vous êtes né à Clamart, en région parisienne, et vous avez suivi des études à Paris qui vous ont notamment amené à Sciences Po. Après, vous vous êtes vraiment dirigé vers la littérature puisque vous êtes critique littéraire et écrivaine. Votre premier ouvrage, La princesse et le pêcheur, a paru aux éditions Actes Sud, et il était déjà empreint de ces légendes vietnamiennes que l'on va retrouver régulièrement dans votre œuvre et jusqu'au livre qui nous rassemble aujourd'hui. Je cite également La double vie d'Anna Song, sur l'histoire d'une mystification musicale, si je puis dire, qui a été suivie de Voyageurs malgré lui, Les Inconsolés, et puis surtout récemment, et parce que vous l'évoquez dans ce livre, deux ouvrages qui ont une place particulière dans votre travail. Un enfant sans histoire, auquel a répondu en quelque sorte ton frère. Deux ouvrages qui en fait vont parler de vos deux fils. Tout à fait. Oui, l'aîné étant autiste sévère, tandis que le cadet, lui, est neurotypique. Et effectivement, un enfant sans histoire croise les parcours en fait de mon petit garçon autiste et d'une femme qui existe également, qui est aussi autiste, mais qui, à la différence de Paul, a réussi à parler, puis à aller à l'école, puis à aller au lycée et à l'université, et finalement a connu un parcours quasi hollywoodien, puisqu'elle est devenue une célébrité aux États-Unis et qu'Hollywood lui a d'ailleurs consacré un film. Et donc le livre est un peu une interrogation sur la différence selon qu'on en fasse un atout et qui fait que vous êtes accepté, et non seulement accepté, mais célébré, et la différence qui fait peur, la différence qui pèse, incarnée par Paul, avec cette question de est-ce qu'on peut faire une histoire, est-ce qu'on peut faire un personnage d'un petit garçon comme Paul qui ne parle pas, dont on ne sait pas comment il pense, dont on ne sait pas si il pense en tout cas dans selon les mêmes paradigmes ou paramètres que nous, et à ce moment-là, est-ce qu'il peut avoir une histoire ? Et cela n'est pas sans écho, bien sûr, avec l'ouvrage dont nous allons parler. Et je précise que ton frère était plutôt consacré à votre autre fils, voilà, Serge. À Serge, que j'ai abandonné ce matin pour prendre le train pour Rennes, qui a 4 ans aujourd'hui, qui est actuellement gardé par une de mes amies. Et il y a toujours cette question du silence ou de l'impossibilité de dire, pas que chez moi d'ailleurs, dans beaucoup de livres. Et en l'occurrence, comment expliquer à un petit garçon comme Serge que son frère est différent, que son frère est autiste, que son frère... c'est compliqué. Évidemment, c'est très difficile. Et donc, je dirais que une commande des éditions Lafon, qui a une collection en fait de lettres. C'est la lettre que vous n'avez jamais écrite, est venue rencontrer un désir profond et personnel de raconter à Serge qui était Paul et ce que ça avait amené dans notre vie, ce que ça avait changé et quelle était sa place, quelle était la place de Paul et quelle était notre place au sein de la famille, mais aussi au sein d'un pays comme la France, qui est quand même un pays fondé, notamment en ce qui concerne les études, sur les grandes écoles, la méritocratie, dont d'ailleurs mes parents comme moi-même sommes un peu le fruit. Mais ça ne peut pas fonctionner évidemment pour un enfant comme Paul.
Et on va entendre dans le livre que vous venez nous présenter aujourd'hui cette même question du silence peut-être, d'être au plus près de certaines personnes qui comptent dans votre vie, puisque là, en l'occurrence, et le titre le dit bien, il s'agit d'évoquer la mémoire, puisqu'elle est décédée maintenant, mais la mémoire de votre grand-mère. Ma grand-mère, donc, est le pays de poésie. Pour démarrer, peut-être pouvez-vous nous dire, nous parler de cette grand-mère en ce qu'elle a été toujours présente avec vous. Et peut-être est-ce l'occasion de revenir tout d'abord brièvement, puisque votre livre est un ouvrage qui progresse vers le dévoilement de l'histoire de cette grand-mère. Hein, on en a d'abord, et peut-être que ça nous permettra d'entrer dans cette histoire. On en a d'abord une description assez succincte qui correspond à celle que vous aviez enfant. Vous parlez de la tyrannie de l'enfance, de ces enfants qui estiment que voilà, tout leur est dû. Votre grand-mère vous était due, elle a toujours été là pour vous. Pouvez-vous déjà nous parler de cette présence qui a toujours été dans votre vie? Oui, alors c'est vrai que déjà, il y a cette particularité, à savoir que ma grand-mère m'a élevée. Donc mes parents étaient là, mais ils travaillaient toute la journée. Ma grand-mère est venue en 1976 en France, et moi je suis née en 1979. Donc elle a pris soin de moi. Littéralement, elle me nourrissait, elle me couchait, elle me faisait mes habits, elle m'emmenait à l'école, elle m'en ramenait. Et il y avait donc un lien intime, nourricier, entre elle et moi qui était extrêmement fort. Dans le même temps, en fait, ma grand-mère demeure une étrangère, et plus je grandis, plus elle peut apparaître comme telle. C'est-à-dire que quand je suis petite, je ne me pose pas de questions, et effectivement, mais je ne pense pas être une enfant particulièrement tyrannique. Je pense que tous les enfants le sont, dans le sens où, effectivement, leurs parents ou leurs grands-parents, quand ils sont petits, ben, c'est leurs parents et leurs grands-parents, et ils n'imaginent pas qu'ils ont été un jour eux aussi des enfants, et des adolescents, puis des jeunes gens qui ont connu l'amour, qui ont connu la défaite, qui ont connu la victoire. Non, ils ont une image monolithique de toute façon, tu es à mon service. Donc, en l'occurrence, l'amour pour ma grand-mère est évidemment très fort, très intense, mais je ne me pose pas question sur son passé, sur l'avant. En ça, je ne me différencie pas, je pense, de la majorité des enfants qui ont des grands-parents. Tout à fait. Et vous parlez le vietnamien, il est peut-être important de le préciser, c'est votre langue maternelle, puisque vous parlez avec elle le vietnamien. Oui, en fait, ma grand-mère m'élève dans une bulle vietnamienne, c'est-à-dire que je n'ai appris le français qu'en allant à l'école. D'ailleurs, je mangeais avec des baguettes. Évidemment, le pain était beaucoup moins courant à la table que le riz. Et il y avait tout un ensemble de choses. On allait à la pagode, on n'allait pas à l'église. Donc, on a un hôtel des ancêtres, il y a tous ces petits signes culturels. Et dans le même temps, il y a un énorme silence. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé auparavant, ni pour ma grand-mère, ni pour mes parents. On ne sait pas pourquoi ils ont quitté le Vietnam. Ils ne nous en parlent pas. Et là aussi, on retrouve quelque chose d'assez universel, à savoir des générations qui ne parlent pas spécialement, tout simplement parce qu'elles ne considèrent pas que ça va de soi. On garde les choses pour soi, surtout dans le cas d'exil, puisque si on part d'un pays pour un autre, on ne va pas charger les épaules des enfants et des petits-enfants de drames ou de larmes, alors qu'ils ont la possibilité d'avoir une page blanche, ou peut-être ils vont pouvoir écrire leur propre histoire. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre chez mes parents et mes grands-parents. Et comme je le raconte dans le livre, brutalement, quand j'ai 7 ans, en fait, je découvre, à l'occasion d'une conversation que je crois anodine ou banale, sur une alliance que ma grand-mère porte, du moins ce que je crois. Parce qu'au Vietnam, on fait la sieste l'après-midi. Il fait tellement chaud qu'il n'y a pas grand-chose à faire sinon. Donc je suis avec ma grand-mère. Moi, j'ai pas envie de faire la sieste. Mais ma grand-mère, évidemment, comme c'est un rite et comme elle reste vietnamienne en dépit de tout, elle considère qu'il faut faire comme au Vietnam. Donc, on fait la sieste. Je dors pas. Elle veut pas me laisser partir jouer. Donc, on fait un compromis. Je reste dans le lit et je joue en fait avec une petite bague qu'elle a, qui a l'air d'être en pâte à modeler dorée tellement les motifs ont été effacés.
Et en fait, je lui dis, mais ton alliance est bien abîmée, elle est bien vieille. Et elle me dit, mais c'est pas mon alliance. Et je lui dis, mais tu ne t'es pas mariée avec papy? Et elle me dit, si, mais c'est pas mon alliance. Et donc, elle me raconte. Et elle me raconte qu'il y a bien longtemps, donc elle était mariée avec mon grand-père, qu'ils étaient très amoureux, et que mon grand-père, en fait, a été assassiné. En même temps que son beau-père, donc le père de mon grand-père, et qu'elle a dû partir et qu'elle a fui en fait avec son fils, mon père, et sa petite fille. Et qu'ensuite, malheureusement, la petite fille est morte parce que c'était un moment difficile, c'était la guerre, elle tombait malade, etc. Voilà. Et donc, elle a trouvé refuge auprès d'un de ses frères qui les a accueillis, qui les a aidés, et lui aussi connaîtra en fait une destinée tragique. Et là, pour la première fois, donc je suis enfant, et d'un coup, je découvre non seulement que ma grand-mère a un passé, mais que ce passé est un passé dur, un passé sanglant. Et c'est la seule et unique fois où elle m'en a parlé, et plus jamais ensuite, elle n'est revenue sur cela. Alors, c'est venu incidemment. Voilà, c'est effectivement, elle n'y revient pas. En revanche, elle vous transmet beaucoup en matière de contes, et je l'ai souligné pour le premier roman qui a été le vôtre. Et dans ce livre, on retrouve là aussi plusieurs contes vietnamiens. Entre les contes vietnamiens et les contes européens que nous connaissons, La Belle au bois dormant, Cendrillon, etc., vous établissez une différence fondamentale. Et qu'est-ce qu'elle nous dit peut-être de la culture vietnamienne ou de l'appréhension du monde? Parce que ce sont des contes qui prennent en charge, qui acceptent la mélancolie, qui acceptent ce qui pourrait être considéré comme un échec. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces contes, de la culture vietnamienne, et comment les avez-vous reçus enfant? Alors déjà, je vais finir mon histoire sur l'Alliance parce que je me perçois que j'y racontais que la moitié. Donc c'est mieux que vous ayez la suite, c'est pas hyper sympa. Enfin, je pourrais vous dire, regardez dans le livre, achetez le livre et vous aurez la suite de l'histoire de l'Alliance. Mais ceci dit, oui, parce qu'il y a une histoire à découvrir autour de cette alliance. Alors il faut savoir que quand ma grand-mère a rejoint donc son frère, les femmes de la famille l'ont accueilli gentiment, ils l'ont dit, mais est-ce que tu veux venir avec nous à la pagode? Et donc ma grand-mère, qui était heureuse de se sentir accueillie et acceptée, les a accompagnés. Elles assistent à l'équivalent d'un office, une prière. Et ensuite, il y a un petit problème, c'est qu'il y a une quête. Donc, il y a un petit bonze qui passe et qui demande à chacun une obole. Le problème, c'est que ma grand-mère n'a rien. Elle n'a littéralement que les habits qu'elle a sur le dos. Elle est extrêmement pauvre. Et sinon, comme unique bijou qu'elle porte alors, elle a son alliance. Et le petit bonze s'arrête devant elle et il attend qu'elle lui donne une ou deux pièces. Et donc, elle donne son alliance. Parce qu'elle a honte, parce que le regard des autres. Et donc cette histoire, c'est une histoire en fait d'un objet absent, de cette alliance manquante, a été, je pense, quelque part le déclencheur d'un désir d'écrire, ou sans doute de meubler tous les blancs d'une histoire familiale qui n'en manque pas. Donc ce que j'ai fait, soit avec des romans. Donc mes premiers romans brodent autour de petits bouts d'histoire familiale que j'ai réussi à saisir, et parfois les articulent dans une intrigue qui par ailleurs est romanesque, et parfois ensuite dans des récits comme celui-ci, Ma grand-mère et le pays de la poésie. Et pour revenir à la place des contes, alors c'est vrai que moi j'ai toujours été frappée par la beauté des contes vietnamiens. En effet, ce qui est intéressant, c'est que les contes vietnamiens ont cette particularité de beaucoup parler du pays en question, à savoir pourquoi est-ce qu'il y a la mousson, pourquoi est-ce qu'il y a des moustiques, pourquoi est-ce qu'il y a tel rocher à tel endroit, ou de transmettre à travers des histoires qui sont quelque part universelles, parce qu'il y a toujours des princesses, des princes, des génies, de la magie, et bien des choses qui sont, je dirais, typiquement vietnamiennes ou asiatiques. Par exemple, dans la version vietnamienne de Cendrillon, il n'y a pas de bonne fée, mais il y a Bouddha. Et surtout, c'est plus entre la tragédie grecque, finalement, plus proche par certains aspects de la tragédie grecque que du joli conte pour enfants. Cendrillon est assassiné. Et Cendrillon est assassiné, mais attention,
évidemment par sa méchante belle-mère et sa méchante belle-sœur, mais elle revient. En fait, elle est réincarnée, puisqu'on croit en la réincarnation. La religion bouddhiste est la religion la plus pratiquée. Donc, il y a une façon aussi, quelque part, de transmettre certaines idées ou valeurs ou habitudes ou traditions à travers aussi ces contes. Et ce qui me frappait beaucoup, c'est que, bon, grosso modo, dans les contes, je dirais, globalement occidentaux, en tout cas tels qu'ils ont été popularisés par Disney, eh bien, quel est l'objectif? Le mariage, point. Donc on se marie, on rencontre le prince charmant, on a des enfants. Et ça s'arrête dans une sorte d'éternité rêvée, de bonheur suspendu. Alors que bon, vous le savez tous, après l'hôtel, il se passe des trucs, quoi. Et donc, en l'occurrence, chez les contes vietnamiens, il n'y a pas du tout cet aspect-là. Enfin, il arrive, il y a parfois il y a des unions, mais il se passe des choses après les unions. Et d'ailleurs, à chaque fois, ça finit pas forcément bien. Il y a quelque chose de très mélancolique, de très nostalgique aussi dans ces contes, qui donne vraiment à ressentir le temps qui passe, le fait que tout est éphémère. Et alors les Japonais, puisqu'on dit du côté jaune de la force, autant y rester, ont ce concept de mono no aware. Et ça, c'est ce qu'on appelle la poignante mélancolie des choses. Pouvez-vous nous le répéter, mono no aware. Voilà. Je suis pas sûre que mon accent japonais soit très bon, parce que je vous annonce que je suis meilleure en vietnamien qu'en japonais. Et encore, je pense que si jamais il y a un vietnamien dans la salle, je peux me faire coincer très facilement. Mais il y a cette idée de, vous voyez, la neige qui fond, les feuilles qui tombent en automne, l'être aimé qui disparaît au détour d'un chemin. Ce sont cette idée de... Voilà, nous, on a une vision peut-être plus monumentale de la beauté, avec l'idée que, voilà, on fait des statues, on fait des choses qui résistent au temps. Et plus grossièrement, on pourrait dire que les Japonais, eux, ont une version peut-être plus éphémère. Enfin, la beauté de la fleur tient aussi à ce qu'elle va faner. Donc, c'est les cerisiers en fleurs, et donc c'est le fait que tout passe. Dans les contes vietnamiens, je trouve qu'on retrouve une certaine parenté avec cet état d'esprit. Et je pense que c'est quelque chose qui imprègne un peu mes livres. D'ailleurs, ma grand-mère et le pêcheur, pardon, La princesse et le pêcheur. J'ai fusionné les deux titres, ce qui est pas mal. Donc, La princesse et le pêcheur, qui était mon premier roman, il y a beaucoup d'allusions à un auteur japonais qui est Haruki Murakami. D'ailleurs, le livre s'achève sur une rencontre avec Haruki Murakami, qui a bien eu lieu dans la vie, en fait. Et donc, il y a un effet de rime entre cette idée de nostalgie et de mélancolie dans la culture japonaise et dans ce livre où ma grand-mère fait une apparition en guest star. Ce que j'ignorais alors, parce qu'en fait, ma grand-mère a nourri plusieurs personnages dans mes romans, et je ne sais pas pourquoi je revenais régulièrement à elle, jusqu'à arriver donc jusqu'à un livre qui lui est ce texte entièrement qui lui est consacré. vraiment consacré. Les contes dont vous venez de nous parler, pour vous, traçaient ce que vous appelez le pays de la poésie, parce que c'est aussi donc c'est ma grand-mère et le pays de la poésie. Le pays de la poésie, c'est le Vietnam tel que votre grand-mère avait pu vous le transmettre. Vous faites à un moment le parallèle entre, on revient à la Grèce antique, hein, la vision que les Grecs avaient de l'inspiration qui consistait à s'abstraire du monde. Et est-ce pour cette raison que ce Vietnam lointain était pour vous le pays de la poésie par essence, quasiment ? Alors c'est vrai que moi, c'est un titre qui m'est venu un peu... c'était mon titre de travail, hein, Ma grand-mère et le pays de la poésie, et je l'ai envoyé à l'éditrice. Et j'ai songé à d'autres titres parce que je me demandais si c'était peut-être trop intime, trop refermé sur mon histoire personnelle. Ou, je sais pas, peut-être que le pays de la poésie, ça serait plus simple d'ailleurs. Mais en tout cas plus universel, alors que voilà, le livre, comme tous les livres, enfin du moins dans leur visée, il parle à la fois de moi, de mon histoire familiale, mais j'espère bien qu'il parle de quelque part toutes les grand-mères du monde, tous les exils du monde, et pas forcément parce qu'on est d'origine étrangère, mais parce que l'exil ou le sentiment d'exil ou le sentiment d'être étranger, c'est un sentiment qu'on a à tout âge et à tout moment, selon qu'on n'est pas de la même classe sociale, selon qu'on ne se sent pas à sa place dans sa famille, ou au sein de sa classe à l'école, ou au sein de la société, ou au sein de son travail. Et moi, c'est quelque chose qui a beaucoup nourri
de manière générale, le fait que j'écrive des histoires et des histoires qui mettent ça en scène, le décryptent, le subliment ou au contraire en montre toute la dureté parfois. Et j'ai un peu oublié du coup votre question initiale, faut m'en pardonner car j'ai l'esprit d'escalier, ce qui est une très mauvaise chose. Et pas forcément, générale. vous nous emmenez peut-être là où on ne pensait pas aller, mais je vous interrogeais sur voilà, ce pays de la poésie, qu'est-ce qu'il décrivait, pourquoi est-ce que voilà, cette poésie, quelle est-elle? Je dirais que en fait, ça vient déjà d'une légende qui figure au centre du livre et qui s'appelle Le Royaume des Immortels, et qui était un de mes contes préférés quand j'étais petite. Il est magnifique, effectivement. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que l'histoire que le héros de ce conte était un poète. C'est-à-dire que... Peut-être juste expliquer le conte en lui-même. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'histoire d'un mandarin qui, en fait, n'est pas fait pour le mandarinat et qui, un jour, décide... alors déjà, bien sûr, en galant homme, il sauve une jouvencelle d'un moment gênant dans un temple. À savoir qu'elle casse, ce temple est connu pour un très bel arbre au pivoine. Et la jouvencelle, qui évidemment est belle comme le jour, et dont on comprend voilà, qu'elle vient peut-être pas exactement de notre monde, casse l'une des branches de l'arbre. Les moines, les bonzes, la retiennent dans l'espoir que quelqu'un viendra dédommager le dommage qu'elle a causé. Personne ne vient. Le mandarin qui passe se renseigne et on lui dit, voilà. Et donc il enlève la robe de brocart qu'il porte, il la laisse pour libérer la demoiselle. Premier épisode. Deuxième épisode, monsieur se rend compte que vraiment il n'est pas fait pour la carrière administrative et donc il décide de suspendre à sa porte le sceau mandarinal et de partir avec un luth et une calebasse d'alcool. C'est les deux attributs du poète pour finalement aller se promener et puis composer des vers. Il tombe alors par un chemin un peu mystérieux. Il arrive dans une sorte de royaume au fond d'une grotte ou d'une montagne. Je ne sais plus comment je l'ai raconté, parce que j'ai fait des versions différentes parfois selon les livres, donc il faut m'excuser, mais j'ai des variations de contes. Alors c'est au sommet d'une montagne. Ouais, je vous remercie. Et donc là, il arrive dans ce royaume qui a l'air un royaume assez extraordinaire où tout semble plus pur, les odeurs sont plus fortes, les couleurs sont plus intenses, etc., etc. Et il voit passer deux jeunes femmes qui disent « Ah, voilà notre jeune marié ». Il arrive et la reine de ce royaume l'accueille et appelle à ce moment-là quelqu'un qui arrive, qui est la jouvencelle. Elle lui dit, voilà, vous avez sauvé ma fille d'un désagrément. Si vous voulez sa main, voici. C'est sympa quand même. Parfois, certains gestes galants sont bien récompensés. Et donc, ils entament une vie évidemment enchanteresse au royaume des immortels. Mais au bout de 3 ans, notre héros songe que peut-être il aimerait revoir sa famille, ses amis. Et donc il le demande en lui disant j'aimerais juste revenir l'espace de quelques jours pour leur rendre visite, mais je reviens après. Et donc la demoiselle en sang vermeil dans la légende le dit à sa mère, qui lui dit je ne pensais pas qu'il est encore attaché au monde de la poussière. Mais bon, s'il le désire, eh bien il faut qu'il rentre. Et donc il prend un char ailé, il revient. Et en fait, tout a changé. Il ne reconnaît rien des paysages et du village de sa jeunesse. Il pose des questions, il interroge, et jusqu'à ce qu'il voit un vieillard chenu qui lui dise « Ah, j'ai entendu ce nom », donc qui est le nom du mandarin en question. Et quand j'étais petit, on m'a dit que peut-être, voilà, mais c'est du temps de l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, un homme de ce nom était parti dans les montagnes et qu'il avait disparu et que nul ne sait ce qu'il est devenu. Donc à ce moment-là, notre héros, notre mandarin, comprend qu'en fait, les 3 ans qu'il a connus équivalaient à 3 siècles sur la Terre. Et il veut remonter dans le char pour rentrer chez lui auprès de sa bien-aimée. Mais en fait, évidemment, le char s'est évaporé. Il n'a plus aucun moyen de rejoindre la contrée enchantée dans laquelle il a passé ces 3 années. Et à ce moment-là, on raconte qu'il est reparti
et que personne n'a jamais entendu ce qu'il était devenu. Donc on ne sait pas s'il est mort, s'il est tombé dans une fosse quelconque, ou s'il a réussi à retrouver l'entrée du royaume des immortels. Et quand je lis ce conte, je suis petite. Bon, il me frappe évidemment par son caractère un peu tragique. Et en grandissant, quand je fais des études de lettres, je vois qu'en effet, dans la civilisation grecque, on explique que les poètes sont considérés comme des intermédiaires entre les dieux et les hommes, et qu'ils puisent leur inspiration justement dans la séparation, dans l'étrangeté dont je vous parlais tout à l'heure, l'exil dont je parlais tout à l'heure, et que quelque part, donc ce mandarin était la figure du poète ou du créateur, mais qui puise donc son inspiration dans le fait de se couper ou de s'isoler et d'être entre deux mondes. Voilà. Donc ça m'a donné à penser, et comme finalement ma grand-mère, mes parents et moi-même, ainsi que mes frères et sœurs, nous avons vécu d'une façon ou d'une autre entre deux mondes, pour moi, les contours sont ici donnés par le Vietnam. En fait, ça pourrait être beaucoup de choses. Le Vietnam est plus un prétexte qu'autre chose. C'est la terre dont on vous dit que vous venez, alors vous ne la connaissez pas. La terre dont on vous dit que vous êtes originaire, mais vous ne savez pas exactement ce que ça signifie. C'est la terre dont vous mangez les plats, vous connaissez des traditions, vous connaissez des contes, mais vous n'y avez jamais mis les pieds. Et c'est dans ce rapport d'étrangeté familière ou de familiarité étrange que je me suis construite, et que sans doute je suis devenue moi-même écrivain. Je vais vous demander de nous en lire un petit passage pour que l'on entende justement bien cette langue d'écrivaine qui est la vôtre, mais également ce que pouvait représenter le pays et ce que vous avez trouvé, en arrivant. Parce que j'avais toutes ces légendes en tête, je m'étais persuadée que nous arpenterions de sublimes décors, jungles dissimulant des oasis, cascades murmurantes, rizières inondées en berges et en terrasses, plages poudrées de mica et ombrées de cocotiers, grottes féeriques creusées dans les roches de la baie d'Along, pagodes voilées de soieries, temples gardés par des soldats, des chevaux et des tortues de pierre, résidences à colonnades bordées de vergers. Vastes et vertes étendues où théiers, jacquiers, bananiers, aréquiers, mandariniers, pamplemoussiers entremêleraient leurs branches et leurs parfums. Où le jaune orangé des kakis, le rose vif des fruits du dragon, le mauve profond des mangoustans ressortiraient avec d'autant plus d'éclat sur le feuillage émeraude. Je croyais que toute chose aurait là-bas une saveur plus profonde et plus riche, que le soleil y brillerait plus haut, que l'eau y serait plus pure, que tout y serait plus grand, plus beau, plus coloré. Arbres, oiseaux, papillons, coquillages, architecture humaine et naturelle. Je croyais que le simple fait de me trouver en ces lieux affinerait mes sens jusqu'à leur donner une acuité nouvelle et me permettrait d'apprécier le monde dans chacune de ses nuances, dans chacune de ses perfections. Je n'imaginais pas qu'il régnerait une température telle qu'un film de sueur nous envelopperait tout le corps dès notre arrivée à Saigon, gluante pellicule pesant sur notre crâne comme un casque, éteignant nos réflexes, alourdissant chacun de nos mouvements. Il n'y avait pas l'air conditionné, seulement des ventilateurs poussifs, dont les pales semblaient non pas chasser la chaleur, mais la déplacer pour mieux nous la renvoyer à la figure. Dans les rues écrasées par le soleil, ma sœur et moi guettions vainement un souffle de vent. Les rares climatiseurs datant de la période américaine étaient en panne, comme du reste tous les appareils que nous trouvions dans les chambres d'hôtel quand nous en trouvions. Rien ne fonctionnait nulle part. Des fenêtres qu'on avait autant de mal à ouvrir qu'à refermer, aux pommeaux de douche qui tenaient avec du scotch et vous restaient entre les mains. Les ampoules des lampes grillaient sitôt allumées, la tuyauterie fuyait dans les salles de bain inondées, les moustiquaires empoissés par la poussière n'arrêtaient pas plus les moustiques que les araignées. Merci. Donc, récit d'une confrontation entre le rêve, l'imaginaire, la poésie et ce premier voyage sur place. Premier voyage que vous faites avec vos parents, votre sœur, on l'entend dans l'extrait, mais sans votre grand-mère. Elle ne retournera au Vietnam que bien plus tard. Elle s'est prétendue trop âgée pour faire celui-ci, mais en fait, elle n'y retourne que plus tardivement, ce qui vaut d'ailleurs une scène assez étrange avec un médium chargé de retrouver l'endroit où son mari et son beau-père ont été inhumés.
Oui, en fait, je pense que quelque part, moi, je le fais en écrivant ce que ma grand-mère a tâché de faire dans la vie, à savoir donner une tombe, donner une sépulture à ses morts. Et ce Oui, qui, un livre peut être un tombeau. C'est un genre littéraire que celui du voilà. tombeau. Et en fait, c'est vrai que tombeau, c'est tout de suite un peu lugubre. Donc c'est pour ça que j'hésite à le dire. C'est pas hyper vendeur. Il faut quand C'est même le vrai. reconnaître. Vous ne l'avez pas gardé en titre d'ailleurs. Non, j'ai pas dit tombeau de ma grand-mère. Oh, là là, je pense que là c'était foutu. Commercialement, je pense que les représentants de la maison auraient été tout à fait horrifiés. Non, d'ailleurs, moi j'utilise plutôt une métaphore que j'emploie d'ailleurs dans le livre, que j'ai employée dans d'autres livres, qui est celle du kitsungi. Je ne sais pas si vous connaissez le kitsungi. Je vais peut-être dire trois mots et ensuite je reviens à mes affaires de tombeau. En fait, les Japonais, bon, on revient encore au Japon, hein, je suis désolée. En fait, mon vrai pays, c'est le Japon, c'est pas le Vietnam. Les Japonais ont cette idée que quand vous brisez un bol ou une tasse ou toute céramique, autrefois d'ailleurs, ça vient d'une légende, qu'un shogun aurait brisé son bol de cérémonie du thé, qu'il l'aurait renvoyé en Chine, que les artisans chinois lui auraient renvoyé, et simplement, donc pour réparation, et que simplement les bouts avaient tout juste été raccrochés avec des espèces d'agrafes de métal très très moches. Donc notre shogun a dit c'est pas vraiment ce que j'attendais. Il a rassemblé ses propres artisans et leur a demandé s'il était possible de trouver une solution un peu plus esthétique. Et les artisans reviennent et ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec un mélange de sève et de poudre d'or, ils ont rassemblé les morceaux et que désormais, au lieu d'invisibiliser les fractures et les failles, ils les ont passés à l'or. Et donc ça donne ces objets qui sont assez beaux, avec cette idée que plutôt que de cacher ses blessures ou de cacher ce qui ne va pas, de cacher ce qui fait honte, de se cacher ce qui fait peur, peut-être on peut transcender ça par ces lignes dorées. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire un petit peu dans certains de mes livres. Donc, que les blessures du passé, qu'elles soient liées à mon petit garçon ou qu'elles soient liées à la vie à la fois difficile mais héroïque de ma grand-mère, plutôt que de les cacher et de les noyer dans le silence, peut-être de les passer à l'ordre des mots. Voilà, faire en sorte que leur donner non seulement du sens, mais aussi de la beauté, si jamais on y arrive, ce qui n'est pas toujours garanti non plus. En l'occurrence, donc, il y a aussi ce désir de faire en sorte, donc c'est une autre version, une autre branche de l'écriture, mais qui vient de se confondre chez moi. Ma grand-mère n'a jamais parlé, après cette unique fois à la sieste, n'a plus jamais parlé du passé. Mais à 80 ans passés, en effet, elle est partie au Vietnam, alors qu'elle ne nous avait jamais accompagnés durant tous les voyages qu'on avait fait précédemment. Et on a compris alors qu'elle n'avait eu qu'une idée toutes ces années, retrouver les corps de mon grand-père et de mon arrière-grand-père, tout simplement parce qu'il y a cette croyance, qui n'est pas propre à la civilisation vietnamienne, mais propre à peu près à toutes les civilisations, que on ne peut libérer les morts et on ne peut leur permettre de passer de l'autre côté en paix que si, évidemment, ils ont eu droit à une sépulture, donc un tombeau. Or, mon grand-père et mon arrière-grand-père ayant été tués puis torturés et leurs dépouilles jetées dans la jungle, et il n'y avait pas de traces. Il n'y avait aucune trace, alors pas du tout de traces écrites, mais encore moins de traces quelconques orales qui auraient pu même dire où leur corps avait été enterré. Et donc il y a une scène à laquelle j'ai pas assisté. Qu'on vous a rapporté, mais qui est vraiment étonnante. Voilà, où effectivement ma grand-mère aurait consulté un médium, enfin a consulté un médium, puisque c'est une réalité. Et alors autant, si vous voulez, mes parents, qui sont des scientifiques, ont été un peu ébranlés quand même par cette affaire. Autant pour ma grand-mère, c'est tout à fait naturel, puisqu'elle croit en l'invisible, elle croit en Bouddha, elle croit en une vie après la mort. Donc, ma foi, se retrouver à converser avec son mari mort depuis 6 décennies via une médium, c'est tout à fait normal. Donc, et grâce à cette conversation, enfin cet échange, elle a retrouvé l'endroit où les squelettes de mon grand-père et de mon arrière-grand-père ont été enterrés. Et en l'occurrence, les indications données ont bien abouti à ce qu'on trouve dans une tombe de fortune 2 squelettes. Alors pour la petite histoire, mon père s'est dit qu'il allait prendre un échantillon ADN. Oui, parce que ça ne l'est pas dit dans le livre. Et alors, je trouve que c'est une bonne morale, à savoir qu'il n'y avait pas assez dans l'échantillon ADN pour pouvoir faire une bonne analyse. Et en fait, c'est très bien,
Parce que, évidemment, le but n'est pas que ça soit absolument sûr et 100% que ce soit les squelettes de mon grand-père et de mon arrière-grand-père, mais que ma grand-mère y croit et que ma grand-mère le pense. Donc, et cette incertitude demeure, et je pense que c'est une bonne chose, en l'occurrence. D'ailleurs, comme ça, on peut croire ce qu'on veut. Soit que tout ça est une histoire de dingue et que donc ça n'a jamais existé, que c'est pas possible, soit qu'effectivement, il y a des médiums, il y a un monde invisible et il y a une vie après la mort. Je vous laisse le choix. Voilà. Et le choix est effectivement laissé dans votre texte. L'exil, il passe aussi, et j'aimerais que vous nous éclairiez sur la langue, sur cette langue que vous avez maîtrisée, et cet exil progressif qui a été de la perdre, hein, puisque il y a ces scènes au fur et à mesure que le livre avance, où l'on voit que eh bien, le français prend le pas, que à table, vous parlez, voilà, vous mangez les plats que votre grand-mère a préparés. Vous êtes vraiment dans la civilisation vietnamienne. Elle a une façon de prendre soin de vous, de tout ce. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus sur le fait de prendre soin de l'autre, mais que pour autant, eh bien, sa langue est de moins en moins parlée autour de la table. Et j'aimerais mettre cette disparition progressive en lien avec quelque chose que vous nous dites au tout début. C'est la façon dont on s'adresse, dont on se désigne. Les pronoms ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux que l'on peut utiliser en français. Ils varient selon le degré de parenté. Ah oui, alors il faut savoir que la langue vietnamienne, en effet, bon, évidemment, si jamais je vous mets à parler vietnamien, a priori, sauf si encore une fois il y a quelqu'un qui parle vietnamien dans la salle, je peux me faire piquer, mais a priori, vous comprendrez rien, puisque c'est une question évidemment de phonème. Mais en vérité, c'est une langue très simple dans sa construction grammaticale et de son usage des temps, à savoir que, par exemple, il n'y a que l'infinitif. Donc c'est bien pratique, vous n'avez pas de subjonctif, d'imparfait du subjonctif ou de choses comme ça. C'est grosso modo, vous avez courir, manger, pleuvoir, et ça, c'est une forme invariable. Et ce qui fait que le temps est donné, c'est un complément. Donc si jamais je vous dis demain manger, voilà, vous avez le temps et vous avez le verbe et ça suffit. Ce qui est compliqué, c'est la question effectivement de la hiérarchie et de la position que vous occupez par rapport à votre interlocuteur. C'est-à-dire que moi je dis je, quel que soit le tu qui me fait face, ou le vous, à la limite, qui me fait face. Mais en vietnamien, le je varie, enfin vous vous désignez selon le rang que la personne en face occupe par rapport à vous. Donc, par exemple, si je m'adresse à mon frère aîné, je suis erm et il est ang. Si je m'adresse à mon frère cadet, je suis ti et il est erm. Donc ça change, les pronoms changent selon les positions qu'on occupe. Alors là où ça devient compliqué, c'est que si jamais j'ai une cousine qui est plus jeune, normalement je suis ti, sœur aînée, et elle est erm, sœur cadette. Le problème, c'est que si jamais elle est plus jeune que moi, mais qu'elle est la fille d'un cousin qui est plus vieux que mon père, eh ben ça change. Alors, et donc, vous imaginez l'horreur quand vous arrivez au Vietnam, vous avez 8 ans, vous savez rien des mœurs locales, et tout d'un coup, déferlent 50 cousins et cousines. Et littéralement, vous êtes réduit donc au silence, parce que vous avez peur de vous tromper et de vous dire, je ne vais pas vous trouver le bon je et le bon tu, quoi. Donc, c'est l'enfer. Donc, il y a toute cette particularité qui fait qu'aussi, on voit bien comment une langue vous structure. En fait, comment elle va vous... C'est une vision du monde, c'est pas juste genre des véhicules pour le sens. Et comme moi, j'ai un peu évolué entre les deux jusqu'à ce que l'une, en effet, arrase l'autre, il y a, je pense, le fantôme de la langue vietnamienne et ce fantôme d'étrangeté ou d'exil qui fait sans doute que, d'ailleurs, je me suis mise à écrire. Ce que je voulais rendre dans le livre, c'est à la fois... d'ailleurs, c'est une forme de pari, parce que j'avais cette conversation avec Margaret Atwood, que certains connaissent peut-être... voilà, qui notamment avec La Servante écarlate, qui a été adaptée en série, a connu encore un renouveau. Et grosso modo, personne n'écrit sur le bonheur. Vous voyez, ça se dit, mais naturellement, dans l'éternité précisément des contes français ou occidentaux à la fin, ça bouge plus. Donc si ça bouge plus, s'il y a plus d'action, s'il y a plus de mouvement, ça fait pas un roman.
Donc, a priori, à chaque fois, et d'ailleurs c'est le cas dans la plupart de mes romans, évidemment, il y a soit une trahison, il y a soit une mort inexpliquée, enfin, il y a un mystère, il faut le résoudre, il y a un conflit qu'il faut résoudre, il y a une épreuve qu'il faut surmonter. Et dans toutes les histoires du monde, vous partez d'un point A pour arriver à un point Z, et ce qu'a vécu le personnage fait ça va le transformer et qu'il va devenir qui il est. Soit qu'il soit un héros, soit qu'il soit un anti-héros. Je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre avec ma grand-mère, dans le sens où, déjà, comment est-ce qu'on peut traduire l'amour et dire l'amour intense, et cet amour d'ailleurs souvent dépourvu d'épines, qu'il y a entre des grands-parents et un petit enfant, où on n'a pas tous les emmerdements qu'on a en tant que parents, et le fait que, je parle évidemment de connaissance de cause, en ayant devoir travailler, devoir se faire ceci, devoir faire cela, se partager. Et en revanche, avec les grands-parents, il y a cette espèce d'amour très pur. Enfin, je ne dis pas que tous les grands-parents sont comme ça, mais en tout cas dans la mythologie et dans un certain nombre de cas, c'est vrai. Donc j'avais envie de rendre compte de ça et de voir si c'était transmissible par des mots, et de le faire aussi dans un cadre en me disant, est-ce que je peux le faire sans emmerder le lecteur? C'est-à-dire que voilà, il y avait quelque chose de cet ordre. Il y avait aussi une exploration, je pense, de l'héroïsme. Puisque l'héroïsme, c'est pas forcément spectaculaire, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit et qui est éclairé. Ça peut être aussi un égoïsme d'une survivante, de quelqu'un qui a réussi à surmonter des épreuves sans rien en dire, et qui a été également héroïque, et héroïque jusque dans le soin extrême. Parce que quelqu'un à qui tout a été retiré, mais qui continue pourtant à donner, qui continue pourtant à aimer et à entourer, alors que tout lui a été pris, c'est héroïque aussi. Donc, j'ai encore oublié votre question. Donc, Non, mais c'est peut-être que ça prend des méandres surprenants. Je vous avais interrogé sur la langue, sur cette langue que l'on prend, que l'on garde ou que l'on perd, puisqu'on la voit se perdre petit à petit, mais ça rejoint ce que vous disiez. Je pense que de toute façon, les livres, souvent, c'est une affaire de langue perdue. C'est-à-dire que c'est pas forcément une langue étrangère, ou d'ailleurs qui a été intime dans le cas du vietnamien et qui est devenue une langue étrangère. Mais ça a à faire en tout cas avec le non-dit, le silence, l'absence, l'impossibilité de. Et j'ai remarqué que, bien sûr, quand on écrit des livres, je vous annonce qu'on ne réfléchit pas aux raisons précises qui vous ont fait les écrire, mais qu'après 17 ans de publication et une dizaine de livres, on a eu le temps, notamment parce qu'on a été interrogé lors de divers déplacements dans toute la France et au-delà, sur les raisons pour lesquelles on a fait tout ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi, je me disais, en fait, j'écris ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été transmis, ce qui était tabou, ou ce qui était considéré aussi parfois comme étant pas important dans cette histoire familiale. Et c'est vrai que je le fasse sous la forme de roman, où là, là, je vais m'amuser, je vais faire des jeux de pistes, je vais faire en sorte que le lecteur croit ceci, alors qu'en fait, derrière, il y a cela. Je vais intégrer des thématiques, je vais les déplier, je vais varier, je vais utiliser des métaphores, etc. Que ce soit dans des récits qui veulent s'attacher davantage, donc en tout cas à des faits, même si dans la réalité, finalement, moi, je pense que le continuum entre l'imaginaire et le réel, c'est très poreux, en fait, parce que même quand je retrace l'histoire de ma grand-mère, il y a toute une scène où je raconte la rencontre entre elle et mon grand-père. En fait, j'en ai aucune idée, il n'y a aucune trace. Donc, on m'a juste dit que c'était une grande histoire d'amour. J'étais là, ok. Donc, je me suis dit, allez, on brode 10 pages, une grande histoire d'amour. Pouf. Mais ma grand-mère est plus là. Mon grand-père, le pauvre, a priori, on l'a récupéré ses os, mais on n'est pas sûr à 100%. À part ça, on ne sait pas grand-chose. Donc, finalement, les récits que vous faites, ils sont semés de fiction. Et moi, il se trouve que dans mes fictions, mais je donnerai ma main à couper, que dans le cas de beaucoup de romanciers, c'est le cas aussi, naturellement, des épisodes réels figurent dans des fictions. C'est-à-dire que ma grand-mère figure en personnage, où des secrets de famille tout juste effleurés viennent là s'incarner. Et puis d'ailleurs, ils sont parfois dénoués dans le cadre d'une fiction, ou révélés dans le cadre d'une fiction, ou au contraire à jamais enfouis. Mais on fait quelque chose à partir de ce qui devrait être caché, ou de ce qui est resté caché. Voilà, en tout cas, passé sous silence.
Eh bien, c'est à l'exploration de ce silence que vous nous aviez convié, Mintra Nui. Alors, nous sommes malheureusement arrivés au terme de l'échange. Peut-être que certaines personnes souhaiteraient s'adresser directement à vous, mais je ne sais pas si c'est le cas. Et si, en fait, je pense que vous allez retourner dans la librairie. Ai-je le choix? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Dans la mesure où, voilà. Ça serait une option. Les auteurs peuvent soit retourner dans la librairie, soit s'envoler par la fenêtre. Sans s'envoler par la fenêtre. Mais comme nous ne sommes pas dans un conte, Mintra Nui, même si vous nous y avez très élégamment et très poétiquement convié dans ce livre, eh bien, oui, c'est bien la librairie qui vous attend à présent et où on pourra vous retrouver pour poursuivre éventuellement avec vous ces échanges autour de Ma grand-mère et le pays de la poésie, ce livre que vous avez publié aux éditions Flammarion. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de votre écoute.